Nous avons vu dans une première vidéo l'apogée de la République gaulienne. À partir de 65, nous entrons dans une seconde période où l'usure va l'emporter. Nous verrons donc la fin du mandat de De Gaulle, puis celui de Georges Pompidou et enfin celui de Giscard d'Estaing. En 1965 ont lieu des élections pour le président de la République et pour la première fois, ce sont des élections au suffrage universel direct. Et De Gaulle attendait, comme d'habitude, ce qu'il appelait un oui franc et massif. En fait, de oui franc et massif, il est mis en ballottage. C'est-à-dire qu'il est obligé de subir un deuxième tour pour finalement être désigné président de la République. Cela montre déjà qu'une partie de la gauche s'est reconstituée et donc est passée dans une opposition à De Gaulle. Et même De Gaulle a finalement une opposition interne, c'est-à-dire que la droite elle-même se divise, la droite gaulliste évidemment, mais d'un autre côté, il y a avec Valéry Giscard d'Estaing une droite libérale, la droite des affaires, qui ne suit pas toujours totalement De Gaulle dans ses différents projets. Et le slogan de Giscard d'Estaing, c'est « oui » au projet gaulliste, mais, et le « mais » est au moins aussi important que le « oui ». L'opposition contre De Gaulle réussit à se reconstruire à partir donc de ce moment-là. Ce sont les émeutes de mai 68 qui vont mettre fin au mandat de De Gaulle. Nous verrons les causes, le déroulement et la fin de cette crise de mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968, ce qu'on a appelé les événements de 1968? Eh bien, en fait, ça a d'abord été une révolte des jeunes. Pourquoi? Quelles sont les causes de cette révolte? Eh bien, tout d'abord, il y a un contexte révolutionnaire à l'époque, c'est l'époque de Mao Tse-tung en Chine, de Che Guevara en Amérique latine, et la jeunesse est assez politisée, révolutionnaire romantique. Et ensuite, et surtout peut-être, la jeunesse veut plus de liberté. C'est une époque où il y a l'influence de la famille, le père y est très influent, l'influence de l'État, c'est De Gaulle qui est influent, dans le travail, le patron est aussi celui qui décide de tout, etc. C'est-à-dire, il y a une pesanteur dans la société française qui est complètement bloquée par cet autoritarisme que la jeunesse ne peut plus supporter. Ensuite, il y a le fait aussi que beaucoup de jeunes arrivent maintenant grâce à la démocratisation de l'enseignement au niveau du supérieur, mais que le supérieur n'a pas été conçu pour cela. Et donc, en fait, les facultés sont bondées, c'est très dur finalement de trouver des places pour s'asseoir, pour travailler, etc. Et les jeunes en ont assez. Et puis aussi, il y a quelque chose de plus général qui est une sorte de rejet de cette consommation de masse qui est venue avec les Trente Glorieuses. Et justement, les jeunes reprochent le métro, boulot, dodo, qui est ce que la vie va peut-être leur apporter. Donc, une révolte des jeunes. Et effectivement, si on regarde le déroulement de mai 68, eh bien cela commence par une révolte étudiante. Les étudiants manifestent, souvent c'est le cas en mai, il fait beau, c'est le moment de sortir un peu, et donc ils manifestent contre les conditions dans les universités. Mais cette fois-ci, la réponse de la police est tellement forte que finalement les heurts sont très violents et que cette violence va pousser encore plus d'étudiants à manifester parce qu'ils manifestent aussi contre la violence de la police. Et finalement, le quartier latin s'embrase et du quartier latin où les barricades se sont multipliées, cette révolte va ensuite se répandre dans l'ensemble de la France, dans les universités et même dans les lycées. Et puis, cette révolte étudiante et lycéenne va apporter une autre révolte qui va être une révolte sociale. En effet, on est donc dans la fin des Trente Glorieuses, dans les usines il y a des cadences infernales pour essayer de produire toujours plus, et un certain nombre d'ouvriers, de jeunes ouvriers,
ont aussi la même impression que les étudiants, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans la société, qu'il y a un autoritarisme insupportable, et eux, à leur tour, vont se mettre en grève aussi, suivis par des ouvriers plus âgés. Et donc il va y avoir une vague de grève générale dans la France qui fait qu'il va y avoir 10 millions de grévistes, ce qu'on n'avait pas vu depuis fort longtemps, c'est vraiment la grève générale, la France est complètement bloquée. Et cela va entraîner une troisième crise. Cette troisième crise, c'est la crise politique. En effet, personne ne comprend ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Que veulent les étudiants? Que veulent les ouvriers grévistes? D'autant plus qu'au départ, ce sont des ouvriers qui sont grévistes, puis ce sont des employés, puis ce sont des cadres, etc. Toute la société française se retrouve touchée par ce mouvement en question. Et aucun politique n'est capable de trouver une solution. Même De Gaulle. De Gaulle reste totalement muet, il ne comprend pas ce qui se passe, et comme De Gaulle est muet, aucun autre homme politique ne veut prendre de décision, ne sachant pas ce qui va se passer. Non seulement la droite est dépassée par les événements, mais la gauche aussi. Les partis de gauche ne comprennent pas mieux ce qui peut se passer, et donc n'ont pas de réponse. Mais même les syndicats ne savent pas pourquoi les salariés sont en grève. Donc il y a vraiment un blocage complet au niveau politique et syndical en mai 68. De Gaulle, ne sachant comment réagir, c'est son Premier ministre, Georges Pompidou, qui va essayer de résoudre ce problème. Comment va-t-il le faire? Eh bien, il va chercher des interlocuteurs, et les seuls interlocuteurs qu'il trouve, eh bien, ce sont les syndicats. Même si les syndicats ne comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Donc il réunit les syndicats avec lesquels il va signer ce qu'on appelle les accords de Grenelle, tout simplement parce que la rue de Grenelle se trouve le ministère du Travail. Et ces accords de Grenelle, c'est quoi? Les syndicats, ils ont l'habitude de demander des augmentations de salaire. Donc ils réclament des augmentations de salaire, ce qui n'était pas du tout ce que voulaient les grévistes. Les grévistes voulaient une sorte de plus de liberté, moins d'autoritarisme de la part de leur hiérarchie, etc. En fait, il n'y a que l'augmentation de salaire que les syndicats demandent, c'est accordé immédiatement par Pompidou, et au départ, surtout les jeunes salariés refusent, ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Mais ça fait un mois que la plupart sont en grève, et ils ne peuvent pas continuer comme cela éternellement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui vont se remettre au travail, puis d'autres, et finalement, eh bien, le travail va reprendre. Qu'en est-il des étudiants? Les étudiants, eux, ils n'ont rien du tout, mais il y a les examens qui arrivent, on est début juin, il faut passer les examens, et on ne peut pas perdre une année totale, il y en a plein qui n'ont pas de quoi se payer une année supplémentaire. Donc, là aussi, les examens sont passés et la période révolutionnaire, entre guillemets, va se terminer de cette manière tout à fait étrange. Mais De Gaulle a compris qu'il n'avait rien compris. Et cela va lui poser problème. En effet, il va commencer par dire, bon, nous allons faire des élections, élire une nouvelle assemblée, et il fait un grand discours pour expliquer, eh bien c'est très simple, vous votez pour de nouveaux députés, si la majorité l'emporte, la majorité de droite et la majorité gaulliste, bon, il n'y a pas de problème, si elle ne l'emporte pas, eh bien c'est le chaos. Autrement dit, c'est moi ou le chaos. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse des Français, qui a eu extrêmement peur de cet épisode révolutionnaire, se dépêche d'aller voter à droite, d'aller voter pour De Gaulle, et donc finalement les gaullistes l'emportent largement, il y a une énorme majorité en faveur de Gaulle. Donc tout devrait bien se passer, mais De Gaulle a compris qu'il avait été dépassé. Et donc, finalement, l'année suivante, en 69, il va proposer un nouveau référendum, et il a l'habitude de dire qu'à chaque référendum, il veut un oui franc et massif. Que sinon, eh bien, il partira. Et comme d'habitude, il demande la même chose. Et cette fois-ci, les Français ont compris que bon, De Gaulle, 10 ans, ça suffit, comme disaient les manifestants, qu'il y a Pompidou qui a réussi fort bien à calmer les choses, eh bien, il y a donc un remplaçant possible, et ils ont voté non
au référendum que proposait De Gaulle, ne cherchant pas vraiment à comprendre quelle était la question, c'est-à-dire en utilisant le référendum comme un plébiscite, c'est-à-dire oui ou non à un homme, ce que finalement demandait De Gaulle. Le non l'a emporté et De Gaulle a démissionné et il est allé à Colombey les deux églises, c'est-à-dire chez lui, et en fait il va très vite par la suite mourir. Donc c'est la fin de la période gaulliste avec De Gaulle, mais cette période gaulliste va continuer avec Georges Pompidou. Les nouvelles élections pour un président de la République, donc en 69, vont permettre à Pompidou de devenir le second président de la Ve République. Que va-t-il faire? Eh bien, avec son Premier ministre Chaban-Delmas, il va essayer de répondre en partie au désir des manifestants de mai 68, en essayant de promulguer des lois ou des règlements qui vont faire baisser l'autoritarisme, essentiellement dans l'enseignement, mais aussi dans les entreprises lorsque c'était possible. Et la société va assez rapidement se transformer. En effet, si mai 68 se termine bizarrement sans que rien ne se passe, très rapidement la société va évoluer parce qu'il y a eu une sorte de libération de la parole, une libération des mentalités, des esprits, qui fait que très rapidement, eh bien, plus de liberté de parole, plus de liberté d'expression, etc., vont arriver, et même au niveau simplement de la famille, il y aura plus de liberté pour les enfants vis-à-vis des parents, plus de discussions, et donc on entre dans une société nouvelle, comme le disait le Premier ministre Chaban-Delmas. D'un autre côté, la gauche va continuer sa reconstruction et Mitterrand va créer le Parti socialiste, c'est-à-dire en fait va faire disparaître la très vieille SFIO qui datait de la 4e République, et donc un parti neuf avec un homme qui a l'air neuf mais en fait qui ne l'est pas, parce que Mitterrand, la 4e République, il en a connu un certain nombre de ministères, mais il se propose comme le principal opposant au gaullisme. En effet, du temps de De Gaulle, il avait déjà écrit un livre pour dire que la constitution de la 5e République était un coup d'État permanent, et donc il est l'opposant. En 1972, Mitterrand va faire un accord avec le Parti communiste et ils vont décider d'un programme commun de gouvernement. Donc ils sont prêts à prendre la suite, c'est-à-dire à gouverner à leur tour. Ils attendent les prochaines élections. Le dernier point important pour ce mandat de Pompidou, c'est qu'en 1973, c'est le début de la crise économique. Mais pour Pompidou, ce ne sera qu'un tout début. En effet, lorsqu'il s'aperçoit que le chômage monte très légèrement quand même à l'époque, il se dit que lorsqu'il y aura 500 000 chômeurs en France, ça sera la révolution sociale. Donc vous voyez qu'on est loin de ce qui se passe aujourd'hui. Et Pompidou, en fait, va mourir en 1974, c'est-à-dire avant la fin de son mandat. Il était atteint d'un cancer et donc il va y avoir de nouvelles élections pour le président de la République. En 1974, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est élu président de la République. Pour l'époque, c'est un très jeune président de la République et il veut tout moderniser. Mais ça n'est pas un gaulliste. Nous avons vu que son slogan c'était oui mais à De Gaulle, et il va donc être obligé de prendre un Premier ministre qui lui est gaulliste de manière à avoir la majorité. Et ce gaulliste qui va donc devenir Premier ministre, c'est Jacques Chirac. Que vont-ils faire tous les deux? Eh bien, en fait, la première question qu'ils vont se poser, c'est lequel des deux va dominer l'autre. C'est-à-dire qui est le plus important, le président de la République ou le Premier ministre? C'était pas très clair dans la Constitution parce que pour De Gaulle, il était tout à fait évident que celui qui dominait, c'était le président de la République. Donc il va y avoir une véritable guerre, une guérilla entre les deux chefs de l'exécutif pour savoir qui était le plus important. Cette guérilla se terminera
par la victoire du président de la République, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing. Mais qu'ont-ils fait entre-temps? Eh bien, ils ont essayé effectivement de moderniser la société. Quelles sont les nouvelles réformes? Eh bien, première réforme pour les jeunes, parce que c'est eux qui s'étaient révoltés. La majorité est donnée à 18 ans, c'est-à-dire qu'ils peuvent à 18 ans participer aux élections. Ensuite, aux femmes, car Valéry Giscard d'Estaing et Chirac se veulent modernes, jeunes. Donc il va y avoir le droit à la contraception, à l'avortement, ce qui est un élément important pour les femmes. Ensuite, il va y avoir aussi des réformes sociales, l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation chômage. En effet, le chômage commence à devenir un problème pour la France. Il va y avoir aussi plus de liberté pour la télévision, qui du temps de De Gaulle était la voix de son maître. Donc des réformes qui vont dans le sens de la modernisation de la société. Économiquement, on est dans la crise économique et le chômage commence à augmenter. On ne sait pas quelles politiques peuvent réussir, mais les seules que l'on connaisse à l'époque, ce sont les politiques keynésiennes qui avaient réussi pour la crise de 29. Donc on va faire des politiques keynésiennes, c'est-à-dire essayer d'augmenter la demande en version donc plus d'allocations, nous avons vu le minimum vieillesse, mais il y en a eu d'autres, et essayer de faire aussi quelques grands travaux pour avoir plus d'investissements et créer de nouveaux emplois. En fait, ces différentes politiques auront peu d'impact sur la crise économique. Et finalement, la guérilla entre Valéry Giscard d'Estaing et Chirac se terminera par la démission de Jacques Chirac en 1976. Valéry Giscard d'Estaing nomme un nouveau premier ministre. Ce premier ministre, ça va être Raymond Barre. Pourquoi a-t-il nommé Raymond Barre? Parce qu'il considère que c'est le meilleur économiste de France. C'était un professeur d'économie. Et Raymond Barre arrive avec toute une série de réformes qu'il veut faire passer. Ces réformes, ce sont des réformes libérales, c'est-à-dire ce ne sont plus des politiques keynésiennes, mais des politiques libérales. Il s'agit de lutter contre l'inflation qui n'avait cessé de monter pendant toute la période précédente. La lutte contre l'inflation va faire augmenter le taux de chômage, et ceci d'autant plus qu'en 1979, c'est le second choc pétrolier, c'est-à-dire on s'enfonce encore plus dans la crise. Lorsqu'en 1980, il va y avoir de nouvelles élections pour la présidence de la République, que se passera-t-il? Les deux candidats à la présidence sont d'un côté Valéry Giscard d'Estaing et de l'autre côté Mitterrand. Les combats sont rudes et finalement arrive la soirée de mai 81, les résultats. Or, que se passe-t-il? Tout le monde sait que les résultats vont être très serrés. Et lorsque tous les auditeurs, les téléspectateurs sont face à leur télévision, à la télévision apparaît le haut de la tête, ici, moitié dégarni, et rien d'autre. Ici, c'était noir. Et tout le monde se dit, oh là là, c'est le haut de la tête de qui? Et puis, ça descend, arrivent les yeux, là aussi on se demande, on n'est pas très sûr, mais quand le reste du visage apparaît, c'est Mitterrand qui l'a emporté. Et pour la première fois de la Ve République, la gauche arrive au pouvoir, la gauche socialiste et communiste, avec le programme commun et toutes les réformes qui avaient été promises par Mitterrand et l'ensemble de la gauche.